Alors, premier avertissement, cette présentation ne va pas présenter les vertus pédagogiques d'H5P. S'il y a des personnes ici qui espèrent avoir une démonstration de tout le potentiel d'H5P, il vaut mieux aller à l'atelier qui aura lieu vendredi matin et qui va parler de ça et assister aux présentations qui en parlent. Donc, ce n'est pas une démonstration pratique. Ici, on va utiliser des gros mots comme base de données, script, librairie, etc. Voilà. Alors, avant de commencer, je pense que c'est important, on va essayer de tordre H5P, d'en faire une critique technique. Vous devez savoir que ça a fait écho d'échanges que j'ai eus avec l'équipe des développeurs H5P qui parlent en anglais. And so, before to have this discussion about the technical functioning of H5P, I would like you to have a big applause for the H5P developers team for the modern, modular, evolutive, responsive JavaScript libraries that enable every teacher to create interactive, enriched, lovely web contents. Alors voilà, la présentation va se dérouler en 4 parties. Donc on va d'abord essayer de comprendre comment fonctionne le plugin H5P, comment on l'installe, comment les mises à jour se passent et ce qui se passe quand on le désinstalle. Ensuite, on va regarder tout ce qui se passe au niveau des activités dans un cours, comment je crée une activité dans Moodle, si l'achèvement est supporté, si la duplication est supportée, si la suppression d'une activité H5P est supportée. Puis après, on va regarder tout ce qui est action d'administration du cours, backup, restauration, réinitialisation. Et pour finir, tout ce qui est respect des standards, RGPD, support de l'application mobile et la traduction française. Avec ça, il nous semble qu'on aura fait un bon tour. Tiens, est-ce que ce plugin est bien intégré à Moodle? Alors, la première question qui se pose quand on utilise H5P en tant qu'administrateur, c'est qu'on est surpris. On installe le module, on trouve un module qui est un module normal dans la vie des fichiers, mais on se demande où sont ces fichus librairies H5P. On ne les trouve pas dans le dossier mode. Alors Patrick, elles sont où? Alors, je peux d'autant prendre la parole, c'est que moi j'étais un H5P sceptique. Certains collègues pourraient en témoigner dans la salle. Et donc du coup, la question qui nous amène ici à nous interroger sur la localisation de ces fameux fichiers, c'est que finalement, quand on installe le module H5P, de la façon classique, on a installé une coquille vide. Et c'est ce qui a été dit un peu préalablement. H5P, c'est ce formidable couteau suisse qui libère la pédagogie, mais il faut à chaque fois installer ce qu'on appelle des types d'activités. Et donc, en explorant un peu le code d'H5P, on s'aperçoit que ces fichiers de librairie, on les installe lors de la création d'une de ces activités, et ils vont se stocker finalement dans Moodle Data, qui est donc le dossier qui accueille normalement les fichiers de données de Moodle, et non pas les fichiers, on va dire, actifs au sens du plugin. Et donc, il y a eu des échanges, notamment avec Isabelle, vous voyez ici un peu avec l'équipe de développement, pour savoir où se situaient ces fichiers. En explorant le code, on a fini par s'apercevoir qu'ils étaient dans Moodle Data, et on a une possibilité pour localiser ces fichiers, parce qu'une fois dans Moodle Data, ils sont stockés sous une forme assez compliquée, leur nom ne figure pas en clair, il y a un système de hachage qui pointe vers ces fichiers-là, et donc avec la requête qu'on a mise ici en base de données, vous allez pouvoir observer la position de ces fichiers à l'intérieur du système de fichiers Moodle Data de Moodle. Et donc, en fait, on s'est amené à réfléchir aussi sur la façon, le pourquoi plutôt de cette localisation dans Moodle Data. Et en fait, on s'est aperçu que par rapport à la mise à jour de ces librairies au niveau d'H5P, c'était un atout très très fort. Et donc, il y a des facilités de mettre à jour les bibliothèques d'H5P vis-à-vis de ce mécanisme. J'enchaîne, je crois. La deuxième question, c'est où sont stockées les données d'H5P. Alors, la plupart du temps, une activité, ou en tout cas un module de Moodle, est associé une ou plusieurs tables dans lesquelles vont être stockées les données, à la fois la configuration, mais surtout les données utilisateurs de ces activités. Donc, on voit ici 13 tables. On vous a listé un peu les différents usages. Je pense qu'on va gagner du temps, je ne vais pas toutes vous les explorer. La première table est extrêmement classique. Par contre, les suivantes sont déclinés sur des utilisations très très précises, alors notamment la HVP, alors parce que dans Moodle on n'a pas le droit d'utiliser des chiffres dans le nom des modules, donc du coup ils ont remplacé le 5 par un V, et donc dans HVP Libraries on retrouve une trace justement de ces librairies parce qu'on n'est pas obligé de tout installer.
Donc il y a 42 types d'activités dans H5P, on n'est pas obligé de toutes les installer. Et puis on va retrouver aussi une trace intéressante, c'est dans HVP XAPI Results. Le plugin va en fait stocker toutes les interactions de l'usager dans cette table, ce qui va permettre du coup une traçabilité assez soutenue et probablement aussi des exports vers XAPI et les LRS. Je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention de Sébastien Fraisse sur XAPI. Du coup, il s'appuie aussi sur les données d'H5P puisqu'ils sont déjà compatibles XAPI. Permission. J'enchaîne. Permission, donc à l'intérieur du plugin, comme pour tous, vous avez tout un tas de permissions. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Je vais surtout parler de 2 d'entre elles parce que la configuration va être importante. C'est celle qui s'appelle Update Libraries et Install Recommended H5P Libraries, celles qui sont en rouge au-dessus de moi. Donc de base, ces 2 capacités sont possédées par le gestionnaire sur un Moodle et pas par les professeurs. Donc si vous possédez la première, je ne sais pas si les noms sont réécrits ensuite, c'est celle d'après, vous vous souvenez? Je ne sais plus. Ah oui, ça va être là, ouais, donc je vais aller plus vite. Ouais, si tu veux, ouais. Bon, je reviens, je fais la suite. Ici, voilà, la première. Si l'utilisateur dispose de cette capacité, Update Libraries, dans le contexte système, il peut installer des nouveaux types d'activités. Donc les fameux 42 types d'activités, si vous avez déjà joué avec le plugin, vous savez qu'ils sont installables à partir du hub. Vous créez un parcours, vous choisissez l'activité H5P, et là, vous avez un éditeur qui s'affiche. Dans cet éditeur, vous pouvez choisir parmi ces 42 types, et vous pouvez donc les installer. Par défaut, seul le gestionnaire ou l'administrateur voit les activités. Lui, il peut donc les installer ou les mettre à jour. Les professeurs peuvent simplement sélectionner celles qui sont déjà installées. Si vous voulez changer ce droit, on pouvait avoir la sensation que bon, j'ai qu'à laisser les profs s'en occuper puisque ça peut être compliqué à gérer. Vous allez avoir tendance à vouloir donner cette capacité aux professeurs. Sauf que comme elle ne peut être donnée qu'avec le contexte système en plus, c'est un risque. Donc c'est quelque chose que vous ne devez absolument pas faire. Donc si on vous en parle, c'est pour que vous ne le fassiez pas. La seule chose que vous pouvez envisager de donner aux professeurs, c'est le droit en dessous. Celle en fait qui limite le droit d'installation et d'upgrade à 9 modules recommandés, 6 modules qui ont des dépendances particulières. Donc en réalité, si vous installez toutes les 6, vous allez en avoir 19. Et vous pouvez très bien donner ce droit-là aux professeurs dans un contexte normal de cours, ça marche très bien. Et là, ils auront en fait la liberté de mettre à jour 19 types particuliers. Si vous leur donnez ce pouvoir-là, il n'y a pas de danger, puisque un autre professeur qui aurait utilisé par exemple une interactive vidéo et l'aurait fabriquée, elle ne sera pas mise à jour automatiquement. En fait, dès que vous avez créé une activité, ses propres dépendances sont enregistrées à part. Et donc, c'est seulement les nouvelles qui seront impactées par cette mise à jour. Oui, c'est ça. Donc, on en a parlé déjà, le fait que toutes les activités H5P sont gérées via le hub. Et le hub, en fait, il est relié au site d'H5P. Et la seule chose que vous devez veiller à faire, c'est choisir si vous choisissez de contribuer aux statistiques d'utilisation ou pas. Alors, vous voyez la capture d'écran qui est là. En fait, on voit que si on choisit de contribuer aux statistiques d'utilisation, au moment où on installe une activité, il y a un token qui est envoyé sur le site et ça leur permet d'écouter ce que vous installez ou pas. C'est le seul moment où il y a un lien avec le site H5P quand on utilise H5P. Dans nos tests, moi j'ai testé sur le Wi-Fi privé. J'espérais tester sur une Moodle Box, mais on a envoyé un mail à Nicolas Martignoni qui nous a dit H5P fonctionne très bien sur une Moodle Box sans réseau, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lien entre le site H5P et votre Moodle quand vous utilisez l'activité. Et alors, par rapport aux données qui sont enregistrées, il y a une page sur le site H5P qui explique clairement. Quelque part, c'est une sorte de mécanisme d'enregistrement. Sur Moodle aussi, vous pouvez enregistrer votre site et ça donne une idée du nombre d'utilisations de Moodle. Là, c'est la même idée, vous pouvez enregistrer votre utilisation d'H5P et ils écoutent les types de plugins que vous installez, etc. Alors, je vais revenir 2 secondes sur les tables. Donc, il y a une série de tables, celles qui sont plutôt en noir, qui servent aussi à faire des statistiques de vos usages d'H5P. Vous ne devez pas avoir peur de ça, ça sert juste à afficher...
Quand un utilisateur il utilise tout le temps vidéo interactive et course presentation, ben, ces deux activités vont s'afficher au-dessus dans sa liste, dans le hub. Et c'est à ça que servent ces tables-là. Elles ne sont pas envoyées, les données ne sont pas envoyées, etc. Et alors, par rapport aux tables, il me semble qu'il y a un truc important qui n'a pas été dit non plus. Oui, c'est ça. Donc, toutes les données, vous voyez qu'il y a une série de tables qui permettent de gérer ce qu'il y a dans le hub, mais on va dire la suite après. Alors, comment fait-on les mises à jour? Est-ce qu'on a besoin, c'est le seul moment où on a besoin du hub, en fait. Et alors, ce qui est important, c'est que vous avez dans le menu de paramétrage ou de bibliothèque du module H5P, c'est dans bibliothèque, hein, ça? C'est ça, dans le menu de bibliothèque, on a une petite... on peut vider le cache du hub, et c'est ce qui va vous permettre de mettre à jour les informations de votre hub sur ce qui est disponible, etc. Voilà, et alors ça, très important, quand on fait une mise à jour du hub, les activités anciennes ne sont pas mises à jour, sauf si on va dans la bibliothèque cliquer sur la petite flèche verte, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc tout à l'heure, je disais, hein, si vous laissez les professeurs mettre à jour uniquement les activités recommandées, l'autre, j'ai dit, hein, interdit, forbidden, vous ne faites pas. Mais si vous faites pour ces 19-là, vous ne vous inquiétez pas, ça n'impactera pas les autres utilisateurs. Sauf, par contre, vous, en tant qu'admin, vous pouvez avoir un impact sur eux. Vous pouvez décider, par exemple, que pour l'activité interactive vidéo, parce que vous avez lu sur le site H5P qu'il y avait une faille de sécurité ou un bug qui avait été corrigé, donc vous avez besoin de corriger, évidemment, toutes les activités que des professeurs ont pu créer avec cette dépendance contenant une erreur. Vous allez aller dans les paramètres, et là, vous allez avoir ces petites flèches vertes qui s'afficheront en face des vieilles versions d'une dépendance. Vous appuyez dessus et automatiquement, toutes les activités que les professeurs ont créées avec vont automatiquement passer à une dépendance plus récente, que vous avez mise à jour d'abord. D'accord? Donc quand vous faites ça, évidemment, faites une sauvegarde avant, au cas où ça pourrait avoir une incidence. Et juste avant, je voulais revenir, j'ai dit tout à l'heure que, évidemment, il ne faut pas laisser les enseignants faire. C'est souvent la tentation qu'on a, parce qu'on n'a pas envie, en tant qu'administrateur, d'appuyer 42 fois, d'accord, sur chacun des types. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'administrateurs qui étaient rebutés par le plugin. Parce qu'ils se disent, ça va sur eux que ça va retomber, évidemment, cette mise à jour. 42 fois et avoir à le faire toutes 5 minutes parce qu'il y a des mises à jour, évidemment, moi, je ne vais pas le faire non plus. J'ai 30 Moodle à gérer dans mon académie, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc, j'ai créé un script, et vous avez le lien ici, donc vous l'aurez sur l'espace de cours, hein, quand le PowerPoint sera... C'est bien, ça y est déjà? Parfait. Donc, vous pourrez utiliser sur mon site, mon GitHub, j'ai mis des petits scripts que vous pouvez mettre dans le admin CLI de Moodle. Et en fait, vous pouvez l'intégrer à votre manière de mettre à jour Moodle en CLI. Et automatiquement, vous aurez les 42 plugins qui seront soit installés, soit mis à jour. Et donc, si vous l'intégrez à vos propres scripts d'installation ou de mise à jour, eh bien, à chaque fois, ce sera fait sans que vous ayez à vous en inquiéter. Et j'ai expliqué comment faire si par exemple, il y a certains types des 42 que vous ne voulez pas, vous pouvez les commenter pour éviter leur installation. Donc, faites plutôt comme ça et automatisez plutôt le processus, surtout que ça a un impact si jamais vos profs voulaient extraire les contenus H5P qu'ils ont créés sur votre Moodle et les utiliser sur un autre Moodle ou sur du H5P intégré à un WordPress ou à un Drupal. Parce que si les dépendances sont différentes, certains exports ne pourraient pas fonctionner, puisqu'il faut avoir les dépendances dans les mêmes versions entre deux Moodle. Donc, faites plutôt comme ça vous évitera bien des problèmes. Quand on parle de dépendance, en fait, vous devez vous rendre compte que, par exemple, dans H5P, vous allez trouver des activités comme question à choix multiples ou vrai-faux. Alors vous dites, pourquoi encore activer ce truc? On en a déjà ça dans Moodle. Mais le problème, c'est que si vous voulez utiliser des vidéos interactives ou des course presentations où vous voulez mettre des quiz et des vrais-faux, vous allez devoir l'activer. C'est ça qui est compliqué. Et donc, c'est cette histoire de dépendance, c'est que parfois, telle activité dépend de telle autre, etc. etc. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à mettre à jour H5P. Il y a moyen de le faire manuellement, hein, c'est ce qu'on dit ici, on peut charger les paquets, mais c'est très compliqué parce qu'il va falloir vérifier les dépendances et le faire dans le bon ordre. On a fait le tour. Alors, je ne sais plus qui devait le dire, mais enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, quand vous installez H5P, tout va très bien, tout s'enlève, les tables, les fichiers, etc. Tout est cliné, c'est merveilleux. Alors, par rapport à la création d'une activité H5P, ça se passe de manière conforme à ce qui se passe d'habitude. Il y a quelque chose qui est créé dans course module, il y a une ligne dans la table H5P, il y a une ligne qui gère pour gérer les stats d'H5P,
Et vous voyez que le contenu d'une activité H5P, vous le savez comme ça, est enregistré sous forme d'un JSON. J'ai fait une capture d'écran, là, c'est un peu loin, mais il écrit quoi? Il écrit interactive vidéo, puis alors il y a un moment où il y a une question, une QCM, il écrit choice avec option 1, correct, machin, etc. C'est tout ce code qui enregistre en fait. Donc on va dire l'activité H5P, il y a le JavaScript créé par H5P qui est donc stocké dans Moodle Data comme Patrick l'a montré. Puis il y a un JSON ici qui contient ce que le prof a paramétré, qui le décore, et vous allez voir qu'il y a un troisième JSON avec les traces de l'étudiant qui se superposent. On a vraiment un JavaScript garni avec le JSON de l'activité proposée par l'enseignant et encore garni avec les traces de l'étudiant. Alors, l'achèvement d'activité se passe tout à fait de manière conforme à ce qu'il y a dans Moodle. La duplication aussi. Il n'y a pas d'ajout dans la liste de suivi des stats de H5P, mais quelque part, on s'en fout. Alors, la suppression d'une activité, même chose, et les données d'achèvement sont supprimées, et l'activité se trouve dans la corbeille. Donc là, c'est vraiment merveilleux, tout se passe très bien. Par contre, c'est encore après, voilà. Le backup et la restauration, ça se passe très bien. Vous avez fait des tests? Oui, voilà, ça se passe très bien. On a pu restaurer, les étudiants récupèrent leurs traces. Par contre, ce qui se passe assez mal, c'est la réinitialisation d'une activité. Hein, il y a deux éléments là qui le montrent. Si vous allez dans un cours où il y a une activité H5P, vous choisissez le menu réinitialiser et vous allez avoir un menu qui s'appelle réalisation non implémentée et vous aurez le contenu interactif qui est là et vous noterez que c'est déjà une fonctionnalité, un développement qui est dans le bug tracker de H5P. En fait, je ne sais plus qui devait parler de ça. Ouais, histoire de parler un peu à plusieurs voix, on a testé donc différentes catégories. La partie RGPD, forcément, on l'a aussi éprouvée, donc elle est totalement conforme au RGPD. Donc vous avez une trace, là, ici, un lien qui vous permettra d'aller vérifier cette compatibilité avec RGPD. Nous-mêmes, on a pu aller vérifier dans les bases de données, dans les différents éléments, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un support d'H5P sur un appareil mobile? Et là, ça peut être très surprenant parce que toutes les activités ne sont pas compatibles avec, enfin, en tout cas, ne s'affichent pas correctement sur un mobile. En tout cas, H5P y veille. C'est leur mécanisme finalement d'application dans l'application qui fait que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est un iframe, donc une espèce de fenêtre qui vous donne une vue sur une page qui s'exécute sur une autre application. Et donc, du coup, ce système, ce mécanisme fait que ça s'adapte très bien à des périphériques mobiles. Alors, il y a quelques boutons qui sont vraiment très petits ou quelques éléments d'affichage qui sont vraiment petits, mais c'est lié au périphérique qui lui-même n'est pas très très grand. Et donc tout le code est bâti sur HTML5 et on a totale compatibilité avec les périphériques mobiles, y compris les questions interactives. Pour la traduction, elle pose pas tellement de problèmes en fait du côté de l'étudiant ou de l'élève, puisque de son côté à lui, c'est le professeur qui écrit les questions, donc il écrit en sa langue, tout va bien. Le problème de traduction, elles sont très très souvent manquantes du côté de l'éditeur. Ce que voit l'enseignant quand il crée une activité H5P, là il manque énormément de traductions. Ces traductions, vous pouvez les proposer pour aider, hein, c'est un projet open source, donc on peut participer, mais c'est via des pull requests sur le dépôt d'H5P. Donc en gros, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pull request, vous allez avoir des difficultés à les aider. Pour écraser les langues, ah oui, alors vous pouvez sinon, évidemment, comme une activité H5P, ma collègue vous l'a dit, c'est un JSON, vous pouvez modifier ce JSON, aller carrément changer le texte qui vous poserait problème. Simplement, à la moindre mise à jour, elle partira, cette traduction, si elle est toujours manquante sur les dépôts d'H5P. Alors, si on essaie de faire un tableau de bilan, au niveau de l'installation, ça se passe bien, si ce n'est que c'est surprenant, mais les fichiers de librairie, ils sont dans l'API de gestion de fichiers de Moodle, comme les devoirs, comme les PDF que les profs déposent, c'est surprenant. Mais pour peu qu'on prenne la peine de bien choisir les bons rôles pour mettre la capacité Update Libraries de H5P, c'est pas très dangereux en fait.
Alors c'est surprenant aussi de faire les mises à jour via le hub, donc il faut être dans un cours, créer une activité H5P pour faire les mises à jour. Mais voilà, H5P, c'est des librairies JavaScript qui sont développées en externe, et comme on l'a dit ici tout à l'heure, elles sont intégrées ailleurs aussi, ça ne fonctionne pas parfaitement comme les autres outils Moodle. La désinstallation se passe bien, côté prof, quand on crée, ça se passe bien, l'achèvement est supporté, la suppression aussi. La duplication aussi, backup et restore, c'est merveilleux, même avec les données utilisateurs. La réinitialisation ne marche pas, mais là, je vous signale qu'on peut quand même dupliquer une activité pour retrouver une activité vierge. Pendant tout un temps, le plugin atelier qui était dans le corps a fonctionné comme ça et on s'en est accommodé. Moi, je suggère de documenter ça. Si vous avez de la documentation, vous dites aux enseignants, attention, au moment de la réinitialisation, ce type d'activité ne pourra pas être réinitialisé. On vous suggère de faire la duplication et de supprimer l'ancien. RGPD application mobile, merveilleux. Et traduction, on l'a vu, traduction partielle. Mais les lacunes sont côté éditeur, ce qui est peut-être moins embêtant. Alors, les points d'amélioration sont déjà dans le bulk tracker de H5P. Et alors que j'étais dans le train pour venir ici, je me dis, tiens, dans cette présentation, on se disait, on va proposer plein de trucs dans le bug tracker pour l'améliorer. En fait, tout ce dont on parle est déjà fait. Hein. Tout, je vous assure, tout est déjà documenté. Ils y travaillent déjà. Il y a déjà plein de choses dans le backlog. Alors, je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que finalement, pour ce plugin, tout va bien. Et puis, il y a quand même plein de gens à cette présentation, plein de personnes qui se posent des questions. Donc, qu'est-ce qu'on ferait bien? Et là, j'ai été écrire, et on peut y retravailler, mais j'étais dans le train, je me dis, je vais écrire un petit paragraphe dans la documentation destiné aux administrateurs pour résumer un petit peu ce qu'on a fait ici, qui explique, oui, c'est surprenant la manière dont il fonctionne, mais ça ne pose pas de souci de sécurité. Et même s'il y a des lacunes, il y a des moyens de contournement. Voilà, donc le petit paragraphe, il est là, et on peut encore le faire évoluer. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont des idées, d'autres pistes de retour. Alors finalement, est-ce qu'il faut installer H5P? Si vous voulez tweeter une DIA, je vous suggère de tweeter celle-là. Pour nous, hein, la balance penche plutôt du côté oui, parce qu'on a dit, le potentiel pédagogique. Côté prof, c'est pas trop déroutant. La sécurité, ça va, mais il faut veiller à bien gérer les permissions. Le support mobile est génial, la conformité RGPD, pas de souci, mais par contre, c'est un fonctionnement non standard, là on est d'accord pour les mises à jour. On doit bien spécifier la permission, les rôles associés à la permission Update Libraries. Il faut documenter la possibilité de réinitialisation et s'accommoder de la traduction française partielle. Donc, en fait, pour les développeurs H5P, on leur dit, là, ils vont m'écouter, ils vont nous revoir en vidéo, Moodle H5P integration does not raise any security issues, and as some Moodle administrators were afraid of, we propose to have an explicit explanation about H5P Moodle integration in documentation, and we did it. You already made a lot of improvement of H5P Moodle integration, but it would be great to be able to reset a H5P activity to have a full support of language translation. We read that Moodle worked for a better H5P integration, and it's a great idea. It would be wonderful to have an H5P ATO button, and I have to tell, it's already in the backlog, in the H5P backlog. So let's applaud this great work. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir soulevé le capot pour nous de l'outil, hein, d'avoir vraiment fait des tests, etc. C'est vraiment un retour d'expérience super intéressant. Notamment le script aussi, hein, c'est vrai que c'est quelque chose à mon avis qui va intéresser beaucoup de monde, effectivement, ne pas à chaque fois mettre à jour les choses. Très intéressant. Du coup, voilà, je vous invite à vous manifester si vous avez des questions. Donc toujours pareil, vous dites votre nom, votre prénom, et puis d'où vous venez, et ensuite posez la question. Ouais, juste devant. Juste préciser, ça a été dit un petit peu, je ne sais pas si le micro fonctionne, je remets là, dans la roadmap de Moodle 3.8, donc ce n'est pas pour demain mais bientôt, il est inscrit, c'est ce qui a été un petit peu dit tout à l'heure, une meilleure intégration d'H5P dans Moodle. Donc ça, je pense que c'est un signal important, c'est qu'à la fois Moodle, mais je pense aussi H5P, ont pris conscience de la plus-value de l'un et de l'autre, et de la synergie que peut apporter H5P à Moodle. Et donc, du coup, on peut espérer que la plupart des suggestions, et donc il faut voter massivement, encore une fois, pour que ces priorités émergent, pour vraiment avoir une meilleure intégration d'H5P dans Moodle.
Bonjour, Sylvie Beaufils, donc enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. Moi, je voudrais vous demander à la louche quel est le coût du ticket d'entrée pour un enseignant, coût symbolique hein, en termes de difficulté, pour un enseignant qui utilise Moodle et qui connaît rien à H5P et qui veut s'y mettre. Est-ce que c'est comme se mettre à Moodle, auquel cas la marche était finalement pas si énorme que ça? Est-ce qu'il y a plus de technicité? Est-ce qu'il faut coder un peu? Voilà. Ouais. Moi, je ne suis pas en université. Donc mes professeurs, c'est des professeurs du secondaire. Donc limite, eux, ils ne peuvent pas compter sur un ingénieur pédagogique présent. Donc ils font seuls. On a cette tendance, souvent les enseignants, quand ils voient H5P, il y a toujours un attrait tout de suite. On voit qu'on peut faire des choses jolies avec, assez facilement. Ça donne cette sensation de facilité. En réalité, ça demande quand même un peu d'aide. Donc nous, ce qu'on a fait dans l'académie, ou ce qu'on est en train de produire, c'est des petits tutos, mais des tutos très simples, très réduits, sur chaque type d'activité, parce qu'il peut exister des petites complexités, par exemple, dans celles qui sont en fait celles qui leur donnent tout le temps envie, qui sont évidemment les compliquées. Vous savez comment on est, hein, on veut toujours qui peut le plus, peut le moins, mais évidemment les gens voudraient faire plus d'abord, et ça c'est compliqué. Si la vidéo interactive ou course presentation, les deux, comme il y a des activités imbriquées à l'intérieur, ça fait beaucoup de choix dans un tout petit rectangle en fait. Et c'est souvent ça qui fait que les options, les profs ne les voient pas. Il y a des petites choses qu'il faut documenter. Mais à part ça, le reste, c'est très simple. Et si à l'occasion, cette documentation pouvait être dans la documentation francophone? Merci. Oui, je voulais encore dire une chose. Pour motiver les gens, il faut les envoyer sur le site des exemples d'H5P. Vous tapez h5p.org, il y a les exemples. Quand les gens voient ça, l'interface, il faut dire, c'est quand même vrai de créer une activité H5P. Pour celui qui est dans Moodle, ça ne change pas beaucoup, je vais dire, mais enfin, il y a beaucoup de champs et c'est un peu compliqué. Mais par contre, le rendu qu'on voit des exemples, c'est super motivant. Il faut aller voir les résultats. En fait, les enseignants vont trouver « Ah oui, moi, ce truc-là, c'est génial. Moi, j'aime bien les cartes. Moi, j'aime bien... » Enfin, chacun va trouver... Je ne doute pas de l'intérêt de la motivation, mais il y a des fois, si la marche est énorme à franchir, on peut se dire « Tant pis, j'y vais pas. » Donc, c'était ça ma question, quand même. C'est quand même important. On peut être convaincu que c'est magnifique, mais ne pas avoir le temps matériel de s'y investir. En fait, vous allez être confronté à une série de champs à compléter. Ce n'est pas toujours simple, mais vous devez vous rendre compte que pour chaque type de contenu H5P, il y en a 42, il y a un tutoriel qui existe. Donc, quand vous créez le contenu, vous avez un lien vers la page d'aide. Hein, pour tous les contenus. Pour faire simple, la marche, elle est plus faible que test ou que leçon. Voilà. J'avais juste une petite remarque avant de peut-être prendre la question, excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Un point très important quand même, c'est quand on a parlé de XAPI, donc H5P, vous savez, XAPI permet de faire des learning analytics un peu plus développés, notamment le fait de pouvoir tracer si on a cliqué sur une vidéo, si on arrête une vidéo, quand c'est que les gens sont partis, etc. Est-ce que c'est des choses, vous avez des points à rajouter là-dessus? Tu as parlé effectivement de track CLRS, je pense que tu voulais parler de Sébastien Fraisse. Il y a une présentation aujourd'hui par rapport à ça. Je pense que c'est un gros sujet aujourd'hui. Et effectivement, je voulais en savoir plus un petit peu par rapport à H5P, et XAPI et track CLRS. Alors, actuellement, dans les versions d'aujourd'hui, le player vidéo, notamment d'H5P, n'intègre pas une trace, on va dire, très verbeuse. C'est-à-dire que il faut forcément que dans le lecteur, on implémente le fait que l'apprenant clique sur pause ou avance dans la barre de temps. Actuellement, ne sont conservées dans les traces XAPI qui sont conservées dans H5P, c'est les traces d'interaction qu'on a mis dans la vidéo. Donc on va avoir une notion très très fine et on peut du coup interagir un tableau de bord XAPI avec H5P, mais que sur les contenus interactifs qu'on rajoute dans la vidéo. Par contre, on nous a assuré que là aussi, H5P, qui avait déjà fait beaucoup d'efforts pour intégrer XAPI dans ses développements, continue et devrait proposer prochainement un lecteur complètement compatible XAPI, et donc on aurait une notion très fine de l'avancée de lecture d'un apprenant au cours de la vidéo. On pourrait savoir par exemple qu'il a mis en pause à un certain moment, ou qu'il a avancé la vidéo, ou qu'il a accéléré la lecture, etc., etc. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres... Une dernière question éventuellement? Oui. Gabriel Jalam, AgroCampus Ouest. J'utilise ce plugin depuis à peu près 2 ans.
mais j'ai remarqué qu'elle n'est pas compatible avec l'application mobile de Moodle. C'est-à-dire, en fait, quand on lance une application, elle vous invite à aller vers votre site pour exécuter la tâche. Moi, j'ai testé avec un Moodle 3.6, ça fonctionnait. Non, je parle de l'application mobile. Oui, mais avec un Moodle 3.6, sur l'application mobile, ça fonctionnait. D'accord, donc... C'est pas vous avez quelle version? 3.5. 3.5. Oui, quelqu'un sait? Bah, écoutez, je peux vous le montrer. Je l'ai chargé, moi. Peut-être avoir, après la conférence, vous Oui. pourrez faire des tests. Ok. En tout cas, je vous propose de les applaudir à nouveau pour cette présentation très riche. Merci. Et puis on va pouvoir clôturer donc cette première journée donc à la nef. Et puis voilà, on vous revoit tous demain, je l'espère. Merci.